Bonjour Gabriel. Salut Olivier, merci de me recevoir. Écoute, c'est un plaisir. Au Club Digital, on a reçu des fondateurs de startups, on a reçu des politiques, on a reçu des VC, mais c'est la première fois qu'on va recevoir un YouTuber investisseur. Alors, donc c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Alors, quand on t'écoute, tu dis il faut oser sortir des sentiers battus. Et pour le coup, en fait, tu es vraiment sorti des sentiers battus. Tu as été investisseur à 23 ans. Ce qui m'a fait marrer, c'est quand tu as dit je me suis retrouvé dans des clubs de business angel où la moyenne d'âge dépassait les 65 ans. Ouais. Je pense que c'est une bonne raison à un moment pour décider de faire une chaîne YouTube. Et tu nous raconteras, mais tu t'es fixé un défi un peu fou, poster une vidéo par jour pendant un an. Donc, tu as beaucoup plus d'audience que le Club Digital pour l'instant. Donc, on espère bien te rattraper. 17 400 personnes sur ta chaîne et 758 vidéos, ce qui est une super performance. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, Gabriel, c'est alors, tu es relativement jeune, beau parcours. Tu retiens quoi de ce parcours? Et en fait, tu dis quoi en fait à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'investissement? Écoute, je te remercie de me poser cette question parce que c'est vrai que je parle souvent d'investissement et je parle moins de mon parcours. Et mon parcours, effectivement, je ne suis pas très vieux, je viens d'avoir 30 ans en 2020 au moment où on fait cet enregistrement. Mais j'ai commencé assez jeune, moi, dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé très tôt pendant mes études. Et si je devais retenir une chose de mon parcours, c'est vraiment la persévérance face à l'échec. En fait, voilà, aujourd'hui, on est là, on se dit, bon, bah voilà, il y a ça, ça tourne, il a réussi, etc. Mais avant ça, j'ai énormément échoué. Je me suis beaucoup planté. Et c'est assez décourageant pour tout le monde, pour moi aussi. Et donc, je ne sais pas ce qui m'a pris cette capacité de remonter en selle, si je puis dire. Et c'est vraiment grâce à ça que j'en suis aujourd'hui. Je ne dis pas que ça a été facile. Il y a des moments où j'ai hésité en me disant, est-ce que j'abandonne? Voilà, c'est pas fait pour moi. Je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Et voilà, je pense que vraiment les gens enfin quelqu'un qui voudrait se lancer et si tu décides de te dire bah je remonterai en selle et je persévérerai quoi qu'il arrive, tu finis par arriver à quelque chose. Alors tu arriver à quelque chose, voilà, ça veut tout rien dire, mais c'est vraiment le fait d'avoir échoué de multiples fois, d'avoir recommencé que je retiendrai de mon parcours aujourd'hui. Et donc si je devais donner un conseil à quelqu'un, ce serait bah lance-toi, tu vas probablement te planter, mais c'est en recommençant et en persévérant que tu vas sûrement finir par y arriver. Alors, tu as derrière toi ton livre qui s'intitule Mes secrets d'investisseur. Absolument. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous donner deux, trois conseils ou deux, trois critères que tu as toi pour investir? Et Oui, dans quoi tu absolument. Alors, investis surtout? oui, alors dans quoi j'investis? Bon, c'est un sujet vague. Je pourrais évidemment, tu t'en doutes, en parler des heures, mais on va te faire un petit résumé. Donc, je précise que j'ai écrit ce livre effectivement pour partager plus en détail justement mes critères d'investissement. Il est paru aux éditions Maxima. La préface est de Xavier Niel. Il est dans toutes les Fnac, librairies de France et sur Amazon. Mais un petit extrait du livre dans ce dans quoi j'investis, quels seraient mes critères d'investissement? Écoute, les critères qui sont pour moi les plus évidents et que pourtant je vois finalement assez peu de gens respecter, alors que pour moi, c'est des choses, y compris des professionnels, des gens dont c'est le métier d'investir. Je vais t'en donner plusieurs. Un qui est pour moi primordial, c'est ce que j'appelle l'attraction. Qu'est-ce que c'est l'attraction? C'est, eh ben, il y a de plus en plus de ventes. Il y a un chiffre d'affaires qui non seulement augmente, mais il y a une certaine accélération, une courbe, tu vois, pas une augmentation, mais une accélération, une courbe qui pourrait s'approcher d'un exponentiel. Et en fait, je vois énormément de gens, y compris des professionnels, investir dans des projets qui ne sont pas encore sur le marché, qui sont des projets sur le papier. Voilà, on est une super équipe, bonjour, et on va faire ça. Et en fait, ils vont peut-être réussir, bien sûr, mais ils vont peut-être pas réussir. Et l'attraction, ça permet d'enlever énormément de doutes, puisque en fait, si ils ont déjà l'attraction, ça veut dire qu'ils ont été capables de construire le produit. Tu as plein de gens qui te disent on va faire ça, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils sont capables de le commercialiser. Tu as plein de gens qui sont capables de le faire, mais qui ne savent pas le vendre. Il y a des gens qui savent vendre, mais ça n'intéresse pas le marché. Peut-être qu'ils disent on va faire ça, mais en fait le marché dit mais moi je m'en fous, ton produit ne m'intéresse pas. Ils savent le vendre au marché et à un bon prix. Il y a des gens qui savent le vendre, mais le prix n'est pas adapté. Donc il y a tous ces espèces de freins où quand tu as une traction, ils sont déjà levés puisqu'on sait qu'ils ont réussi à faire le produit, ils savent le vendre, c'est au bon prix et ça intéresse le marché. Et donc il y a de plus en plus de gens qui l'achètent. Donc ça c'est voilà quelque chose, je trouve une erreur classique qu'on peut éviter. Donc ça c'est un critère très important pour moi. Et puis, bien sûr, un autre, là pour le coup, beaucoup de gens s'intéressent à ça, mais ça dépend de comment tu le prends, si je puis dire. C'est ce que j'appelle l'unfair advantage, l'avantage injuste. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait avoir la conviction que c'est cette boîte-là qui va réussir et non pas ces dizaines de concurrents? On vit dans un monde complètement globalisé
Et dès qu'il y a une bonne idée de startup qui commence un peu à décoller, il y a tout de suite 10 concurrents en Europe, dans la Silicon Valley, en Asie, etc. Et comment on sait que c'est cette boîte-là qui va gagner et quel est son unfair advantage? Alors, si tu devais donner quelques noms de startups aujourd'hui, alors dans lesquelles tu as investi, ou des startups en fait où tu te dis, ça, ce sont aujourd'hui ou ce seront demain les pépites. Écoute, alors, c'est une très très bonne question. Oui, je vais tout de suite, je pense à une. Alors, tu le sais, on va en reparler. Moi, j'investis aujourd'hui essentiellement dans la Silicon Valley, notamment pour la question de l'unfair advantage. Mais je vais en citer une française. J'ai quand même investi dans des boîtes françaises et des très belles boîtes dont je suis très fier. Et il y en a une en particulier qui me vient tout de suite à l'esprit quand tu vois, tu me poses cette question. C'est une boîte qui s'appelle Foodvisor, dont tu as peut-être entendu parler. Ils sont passés sur M6, dans Qui veut être mon associé, etc. En deux mots, c'est une petite application qui, avec de la reconnaissance d'image, tu vas prendre une photo de ton assiette, elle va te dire ce qu'il y a dedans, l'apport en calories, etc., etc. Et donc, ça correspond parfaitement à la lettre aux deux critères que je viens de te donner. J'en ai plein d'autres pour investir, mais les deux dont on parlait, ils ont une traction énorme. Ils en avaient déjà une au moment où j'ai investi. Et d'ailleurs, à l'international aussi, ils se déploient très, très vite aux États-Unis. Donc, ils rencontrent leur marché. Ça intéresse les gens pour perdre du poids et pour les sportifs, etc., de savoir combien de calories, etc. Et surtout, ils ont un unfair advantage, un avantage injuste incroyable. C'est qu'ils ont cette techno de reconnaissance d'image qui, donc, à partir d'une simple photo, te dit ce qu'il y a dans ton assiette, est-ce que c'est de l'avocat ou machin, les quantités, et du coup peut en déduire l'apport nutritionnel. Alors là, évidemment, la précision n'est pas infinie, il y a une petite marge d'erreur, mais ils ont de très très loin la meilleure techno au monde là-dessus, bien meilleure que n'importe qui aux États-Unis ou voilà, partout dans le monde. Et donc, c'est forcément eux qui vont gagner sur ce créneau puisqu'ils sont aujourd'hui en fait les seuls à avoir cette techno. Donc voilà un exemple, une boîte qui n'est pas si connue encore et qui, je pense, va être une très très grosse pépite française. Moi, je pense même qu'un jour, ils vont se faire acheter par Apple, mais ça, on verra. Et dans les startups en fait dans lesquelles tu investis aux US, ce sont des startups françaises qui s'implantent sur le marché américain ou ce sont des startups américaines? Alors, pour tout te dire, j'ai effectivement commencé comme ça. Quand j'ai voulu aller aux US, j'ai commencé un peu avec le réseau des Français aux États-Unis. Il y en a beaucoup, y compris à San Francisco. Et donc, mes deux premiers investissements américains sont effectivement des boîtes américaines créées par des Français. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la majorité des cas. Ça peut arriver, mais c'est plus un hasard finalement qu'autre chose. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vraiment ce très vaste réseau là-bas qui me permet d'avoir accès à n'importe quelle boîte, quelle que soit l'origine des fondateurs. Ce qui est très intéressant avec la Silicon Valley, on n'a pas encore assez ça en France, ça va dans la bonne direction, mais c'est que la plupart des fondateurs des boîtes dans la Silicon Valley ne sont pas spécialement américains, mais c'est des gens qui viennent du monde entier créer leur boîte dans cet écosystème formidable. Et donc récemment, j'ai investi dans une boîte créée par un Égyptien dans la Silicon Valley, une boîte créée par un Haïtien, une boîte créée par quelqu'un qui vient de Dubaï, etc., etc. Il y a vraiment des gens de tous les horizons. Donc voilà. Alors, une question qui se pose aussi beaucoup pour les startups françaises qui essayent de s'implanter sur le marché américain, très peu réussissent. Alors, le bon exemple, c'est Criteo. Et la dernière fois, en fait, quand j'ai interviewé Catherine Barbal, je posais la question, mais comment tu réussis aux US? Elle me dit, bah, tu réussis aux US si tu fais un reset complet de ton business model, de ton pricing, de tout, et que tu y vas en fait avec un mindset de bah, tu relances ton produit sur un nouveau marché. Beaucoup se plantent. Donc pour toi, quels sont un peu les ingrédients pour réussir sur le marché américain? Je suis assez d'accord avec cette analyse de Catherine. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un marché différent. Si tu entres aux US, voilà, je pense qu'effectivement, elle a raison, il faut partir de zéro. Les États-Unis, c'est très différent. Et alors, notamment, moi, il y a un point qui, pour moi, est extrêmement important. C'est qu'en fait, aux États-Unis, tu as vraiment, et on le connaît tous en France ou dans le monde entier, ce first mover advantage, l'avantage au premier. On l'a vu avec. Et puis cet avantage est celui qui est capable de scaler très vite, en fait. C'est-à-dire que Google n'était pas le premier moteur de recherche, Facebook n'était pas le premier réseau social, mais ils ont eu cette capacité à raconter ce qu'on appelle une equity story aux investisseurs pour aller lever énormément d'argent sur un produit qui était meilleur et aller très très vite et prendre tout de suite un marché mondial dans les exemples qu'on a cités, mais plein d'autres, Airbnb, LinkedIn, etc. Tu vois, LinkedIn et Viadeo, il n'y avait pas vraiment d'unfair advantage. Et pourquoi l'un a réussi et pas l'autre? En fait, je pense qu'une des raisons, c'est qu'un unfair advantage en tant que tel, c'est déjà d'être dans la Silicon Valley. Alors, être dans la Silicon Valley ne veut pas forcément dire vendre sur le marché américain. Souvent, c'est vendre dans le monde entier. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais dans la Silicon Valley, tu as un accès énorme au capital. Donc, tu peux lever des milliards, ce que tu ne peux pas faire en France, pas encore. Et tout de suite aller attaquer le marché mondial, aller vite.
tu as aussi accès à beaucoup plus de talents sur place, à nouveau avec tous les talents qui viennent d'ailleurs du monde entier, hein, dans les grandes écoles comme Stanford, etc. etc. Donc, je pense qu'être dans la Silicon Valley, c'est un vrai plus, un vrai avantage. Et de façon intéressante, les boîtes de la Silicon Valley, tu vois, vont pas forcément aller sur le marché américain uniquement. Elles vont peut-être aller sur un marché mondial. En tout cas, c'est vrai que le marché américain est très différent du marché français ou européen. Il ne faut pas imaginer l'aborder pareil, ça c'est sûr. Et tu peux donner même chose, un exemple d'un business dans lequel tu as investi. Tu as cité les nationalités, ce qui montre effectivement que la Silicon Valley est très, on va dire, multiculturelle et multinationale. Mais tu as investi dans quel type de business aux US? Alors, c'est assez varié. Moi, j'ai une thèse d'investissement qui est assez large. J'investis. Alors, je vais te dire ce dans quoi j'investis pas et tu vas comprendre ce dans quoi j'investis. J'investis pas du tout dans le hardware. Donc, tout ce qui va être produit physique, j'investis pas. Je veux que du digital. Et j'investis pas dans tout ce qui est médical, biotech, medtech, parce que je ne suis pas médecin et j'y connais rien. Donc, j'investis dans tout le reste, ce qui est quand même très vaste. Tout ce qui va être le digital au sens très, très large. J'ai une petite affinité, si je puis dire, pour la fintech. J'en fais un petit peu plus que le reste parce que j'ai eu déjà des très très belles histoires en fintech en France et aux États-Unis. Donc, mais je ne fais pas du tout que ça. Donc, il y a vraiment plein de domaines différents. Tu vois, Foodvisor, c'est une appli, c'est sur la santé. J'ai investi dans les télécoms, j'ai investi dans le sport, le fitness, vraiment plein de choses, plein de choses différentes. Et pour te donner un exemple de ce dont on parlait juste avant, de boîtes qui sont dans la Silicon Valley mais qui vont aller vers un marché autre, j'ai investi récemment dans une boîte qui sortait du Y Combinator. Tu dois connaître, hein, c'est le plus grand incubateur de la Silicon Valley, très célèbre. D'où sont sortis Dropbox, Airbnb, Stripe, etc. Et une boîte du Y Combinator qui crée le Shopify pour l'Inde. Et donc, c'est des Indiens, les fondateurs, mais ils créent quand même leur boîte dans la Silicon Valley à San Francisco pour participer au Y Combinator, qui est cet accélérateur extraordinaire, et pour avoir un produit qui est pour l'instant uniquement en Inde, tu vois, qui n'est pas du tout aux États-Unis, et qui a une croissance de à peu près 100% par mois. Donc, c'est complètement extraordinaire. Mais voilà, il y a vraiment plein de nationalités et plein de produits et plein de pays. Alors, on le disait en fait, hein, tu es assez, on va dire, particulier comme investisseur ou Je je ne crois. sais pas si c'est un unfair advantage d'être effectivement un investisseur avec une plateforme YouTube comme tu la proposes. Comment ça se passe un petit peu à la fois la sélection de tes startups et puis en fait ton tour de table? C'est qui tes investisseurs en fait avec toi? Ouais, alors c'est une excellente question. En fait, au départ, j'investissais tout seul, des petits montants, hein. J'ai vendu une boîte, mais pas cher. J'ai pas du tout fait fortune. J'avais un tout petit peu d'argent à investir. Et puis, souvent, je me rendais compte que j'avais pas assez. Les boîtes me disaient, bah, Gabriel, c'est super, viens investir, mais il faut que tu investisses 100 000 euros. J'avais pas 100 000 euros à mettre. Je voulais mettre des petits tickets à 5 ou 10 000 ou 2 000. Voilà. Et comme j'ai quand même réussi à investir sur certaines boîtes, j'ai fait des très belles opérations dès le début, dès le début. Et ça a attiré finalement pas mal d'attention, d'intérêt autour de moi. Des amis, des connaissances qui me disaient, bah, tu as investi là, tu as gagné de l'argent, tu as investi là, tu as gagné aussi. Bon, bah, partage-nous les bons plans. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée de relier les deux et de me dire, bah, j'ai pas assez d'argent et j'ai des gens qui veulent investir avec moi. Et ben, on va créer un club. Donc, je crée ce club en 2017. Et pour te répondre, les gens qui investissent avec moi sont des particuliers, des gens qui veulent investir. Moi, je propose donc d'investir dans les deals que je vais faire dans le club, les opportunités d'investissement. J'en fais une dizaine par an. Je propose d'investir à partir de 2 000 euros par personne et par investissement. Donc, c'est volontairement un montant très bas. Alors, je ne peux pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais c'est accessible à beaucoup de gens, tu vois, même des gens qui sont salariés, qui ont un salaire correct, tu vois. Et donc, les membres du club, les gens qui investissent avec moi sont donc des particuliers qui veulent investir dans les startups et qui, tu l'as mentionné, moi j'ai une moyenne, on va dire, chaîne YouTube, qui viennent pour la plupart de YouTube, qui m'ont découvert au travers de mes vidéos. Donc voilà qui est ma communauté. Le club, il est vraiment composé de gens divers et variés, mais qui partagent, si tu veux, cette passion, cet intérêt. Et l'intérêt pour eux, c'est que je vais leur donner accès à des deals extraordinaires dans la Silicon Valley auxquels ils n'auraient jamais eu accès tout seuls. Ils n'ont pas le réseau là-bas. Et même s'ils y avaient eu accès, pardon, il aurait fallu investir, par exemple, un minimum de 200 000, 500 000 dollars qu'ils n'ont pas. Et là, ils peuvent entrer avec 2 000 euros. Voilà. Et comment se passent les deals? Donc, moi, je sélectionne les startups et je décide toujours d'y investir mon argent perso en premier lieu pour que ça passe, si tu veux, la barre de mes critères. Et quand moi, je décide d'y investir, je propose aux membres du club d'investir avec moi et chacun a le choix d'investir ou pas sur chaque opportunité que je propose et je fais ça une dizaine de fois par an. Alors toi qui connais bien l'écosystème startup aux US, quand tu regardes la French Tech, tu te dis quoi en fait aujourd'hui? Moi j'ai une question un peu plus spécifique sur cette notion de licorne. Ouais. Les jours on parle de nouvelles licornes.
sans trop savoir en fait quelle est la valeur réelle de la société. On parle plutôt en fait de la valorisation et on voit que certaines licornes en fait aujourd'hui ont pas mal de soucis parce que justement elles n'ont pas trouvé leur business model et peut-être ont été survalorisées par rapport à ce qu'elles valent. Réellement, toi, tu vois ça comment avec ton œil d'investisseur plus sur le marché américain? Alors, c'est un très très bon sujet. Il y a beaucoup de choses à en dire. Effectivement, alors ça c'est sûr, moi ça m'a d'ailleurs un peu choqué quand j'ai démarré à investir dans la Silicon Valley. Les valorisations aux États-Unis des startups sont plus élevées que les valorisations en France et en Europe. Et les valorisations dans la Silicon Valley sont encore bien plus élevées que les valorisations américaines globales. Donc, ça, on peut, alors toujours, tu sais, il y a la notion de bulle qui revient. Est-ce que c'est une bulle? Est-ce que c'est trop valorisé? En fait, si tu regardes les boîtes de la Silicon Valley, pour la plupart, je ne trouve pas que ce soit des valorisations trop élevées. Je ne trouve pas que ce soit une bulle, que ce soit exagéré, pour la simple et bonne raison que quand tu regardes les valorisations de ces boîtes quand elles vont entrer en bourse lors de l'IPO, on en a eu encore, même en ce moment, on en a un peu, et ben, ça reste des valorisations bien plus élevées que non seulement une IPO d'une boîte française, est plus élevé que finalement tous les tours de financement de private equity et d'investissement qui ont eu lieu avant. Donc tout le monde s'y retrouve. C'est ça qui est assez incroyable avec les boîtes de la tech, c'est que tout le monde dit les boîtes de la tech, tu vois, les Apple qui vaut 2 trillions de dollars, etc. C'est incroyable. Tout le monde dit mais c'est trop cher payé. Mais c'est pas du tout comme la bulle Internet de l'an 2000 où les boîtes faisaient pas de bénéfices. C'est des boîtes qui gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'Apple, ils valent un fric de dingue, mais c'est une boîte ultra rentable qui a des réserves de cash extraordinaires, etc. Donc, c'est pas une bulle selon moi, c'est des boîtes qui valent très très cher parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, quand tu vois une boîte comme Zoom qui fait, je crois, plus 450% en bourse pendant le confinement, mais leur revenu fait aussi plus 450%. Donc, c'est assez logique. Les gens disent, voilà. Donc, maintenant, alors, le bon plan, sachant tout ça, si tu as cette information, le bon plan, le truc génial, c'est d'investir sur une startup française qui a une toute petite valorisation à la française, qui va ensuite aller rentrer en bourse aux États-Unis. Ça, c'est génial parce que tu as un effet levier encore meilleur. Malheureusement, tu le sais, il y en a, et il y en a peut-être de plus en plus, et c'est tant mieux, mais il n'y a pas énormément de boîtes françaises qui vont rentrer en bourse aux États-Unis. Il y en a quelques-unes. On a eu Datadog récemment, on a eu Snowflakes encore plus récemment, qui est créé par des Français, mais tout ça, c'est des boîtes, les deux, je crois, Datadog, j'en suis sûr, Snowflake, il me semble, qui avaient pivoté depuis un moment et qui étaient créés par des Français, mais qui n'étaient plus des boîtes françaises. Donc, bon, voilà. Voilà pour les licornes. Effectivement, il faut faire attention. Il y a des boîtes qui valent des milliards et qui n'ont rien derrière. La valorisation, ça ne veut pas tout dire. Mais il y a aussi des licornes, comme je viens de le dire, qui sont des licornes parce qu'elles gagnent plein de fric. Et je vais te donner un exemple très concret. Avec le club, dans le club Léonis, on a investi au mois d'août, donc cet été, en août 2020, dans une licorne américaine qui s'appelle Chime, qui est une néobanque, qui est un concurrent américain de Revolut, si tu veux, que tout le monde connaît en Europe. Et on a investi, la boîte était déjà une licorne, donc ce n'est pas vraiment un investissement startup, c'est un investissement plutôt late stage. La boîte valait 6 milliards. Et donc énorme comme valo, très très cher. On se dit, est-ce que ça vaut le coup d'investir encore à 6 milliards? Est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent? En septembre, un mois plus tard, elle annonce un nouveau tour de table et elle est valorisée 14 milliards. Et donc, on a fait sur le papier un x 2,4 en un mois. Alors, c'est sur le papier, hein, attention, tu sais bien que voilà, mais et pourquoi elle est valorisée 14,5? Parce qu'il y a des revenus derrière qui correspondent. Donc, il y a de tout dans les licornes, il faut trier. Mais il y a des boîtes très solides qui gagnent de l'argent et il y a des boîtes nulles comme Palantir qui existe depuis 17 ans, qui va rentrer en bourse et qui n'a pas été rentable en 17 ans. Voilà, il y a de tout. Et un dernier point aussi là-dessus, c'est sur la notion de scale-up, en fait, sur les boîtes françaises. Alors j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Stéphane Soumier, qui lui avait reçu à peu près toutes les startups françaises et un peu étrangères sur son plateau. Et quand je lui ai posé la question, mais pourquoi en fait il y a tellement peu d'entreprises françaises qui arrivent à réussir leur scale-up, il m'avait répondu, c'est juste parce que le marché est beaucoup trop petit. Alors pour toi, est-ce que c'est la seule raison aujourd'hui qui fait que on a souvent des belles pépites, mais des pépites en fait qui ne transforment pas forcément derrière, quoi? C'est un vrai sujet. Je suis d'accord avec lui. Moi, ce n'est pas la raison que j'aurais citée en premier. La raison que j'aurais citée en fait en premier pour le fait pourquoi on n'a pas de scale-up, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de fonds en France late stage. D'ailleurs, tu sais, Emmanuel Macron a fait une annonce, c'était déjà il y a un an, en disant comment on va faire pour améliorer la French Tech. Il dit on va créer des fonds late stage. Aujourd'hui, on l'a vu récemment, tu vois, Conto en France, ils ont levé 100 millions. Et puis là, on a eu Miracle qui a levé, je crois, 300 millions, complètement hallucinant. Et il n'aime pas avec des fonds français.
Parce qu'il n'y a aucun fonds français qui est capable de mettre 100 millions. Ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, tu en as des tonnes. Et tu en as non seulement des Américains, puis tu en as des étrangers comme SoftBank qui viennent mettre 100 millions sur la table aux États-Unis. Donc, je pense que la première raison, c'est ça, c'est que c'est difficile quand tu veux devenir une scale-up d'aller lever des gros montants en France. Effectivement, l'autre sujet, et je pense qu'il avait raison de te dire ça, Stéphane, c'est que effectivement, on a le marché, c'est incroyablement différent. Et puis, encore une fois, on souffre ou on souffrait, je pense que ça va beaucoup mieux en France d'un manque d'ambition internationale. J'ai vraiment vu ça changer ces dernières années et honnêtement, je pense que ça va vraiment beaucoup mieux. Mais moi, quand j'ai commencé à investir il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps, tu vois, je suis vraiment pas si vieux, les boîtes, c'était la France, la France, la France. Et peut-être un jour, on ira en Allemagne. Mais tu vois, la France, c'est 4% de l'économie mondiale. Ça n'a aucun. Alors que dans la Silicon Valley, toutes les boîtes dont on a parlé, tu vois, les Airbnb, les Facebook, les Uber, tout ce que tu veux, eux, ils s'en foutent des États-Unis. Ils pensent directement global, mondial. Donc, encore une fois, ça va dans le bon sens. Ça a tendance à se corriger. Il y a la barrière de la langue. Hein, il y a quand même tellement. C'est rare. Pour te le dire, moi, quand je le vois, je le note parce que moi, je regarde surtout tu vois, le marché anglo-saxon, américain, etc. De voir des boîtes françaises qui vont faire leurs produits, leur site internet en anglais uniquement ou en anglais en premier et seulement en français après. C'est quasiment jamais. La plupart du temps, c'est français et puis on va faire un site anglais difficile à trouver, mal traduit. Enfin, tu vois, il y a encore du travail, mais ça va dans la bonne direction. Et ma dernière question, donc contexte pas forcément évident, beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on va rentrer dans une crise compliquée et tout ça. Si tu as 1 minute pour convaincre quelqu'un d'investir avec toi, tu lui dis quoi? Alors, je vais me prêter au jeu. Je te précise que dans la vraie vie, je n'ai pas vraiment besoin de convaincre les gens, puisque voilà, investir dans les startups de la Silicon Valley, c'est quand même déjà une proposition de valeur assez sympa. Mais pour jouer le jeu, 1 minute, je dirais que effectivement, la crise qui va arriver va apporter pas mal de transformations et on l'a pas mal observé déjà depuis la crise qui va peut-être arriver, on l'a pas mal observé depuis plusieurs mois. En fait, c'est pas forcément que le monde va changer, c'est une accélération des changements qui étaient déjà en place. On le voit avec Zoom, ça existait déjà, mais simplement maintenant aujourd'hui tout se fait sur Zoom. Et c'est intéressant de noter qu'aucune des startups dans lesquelles moi j'avais investi n'ont souffert pendant la crise parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, j'investis que dans le digital, dans le dématérialisé, dans le software. Et donc, il n'y a aucune boîte qui a souffert et il y en a même beaucoup qui ont, au contraire, pu vraiment avoir un avantage. Et donc, on voit hein, les prêts, les taux d'intérêt ne rapportent plus rien. Aujourd'hui, la seule façon de gagner de l'argent, de placer son argent, c'est d'investir dans l'économie réelle, dans les startups, enfin dans les entreprises, pardon. Donc, on a soit la bourse, pourquoi pas. Et puis, si on veut avoir encore plus de levier, il y a les startups. Les meilleures startups du monde, où elles sont, il suffit de regarder les meilleures startups les plus grosses aujourd'hui qu'on connaît. Je les ai citées, je les recite, les Airbnb, les Uber, les machins. Elles naissent toutes dans la Silicon Valley. Donc, moi, je propose aux gens d'investir avec moi, là où moi, j'investis mon propre argent dans la Silicon Valley. J'ai un track record assez chouette qui est disponible en ligne sur mon LinkedIn, sur mon site internet. Et voilà ce que je dirais aux gens pour les convaincre. Eh bien, écoute, c'est une super note positive, alors que le temps est plutôt relativement gris. Je te remercie beaucoup, Gabriel. J'ai passé un super moment avec toi. Moi aussi, merci à toi. Et je te souhaite bonne chance sur la suite et de très beaux investissements surtout. Merci, à très bientôt. Merci.